Alors j'ai la chance de recevoir ce matin un immense cinéaste français qui nous a fait voyager dans le monde entier, de l'Italie au Tibet, en passant par le Canada, la Russie, puis dans toutes les époques, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, avec des films comme Le nom de la rose, L'amant, 7 ans au Tibet, La guerre du feu, L'ours, Deux frères ou encore Le dernier loup. Bonjour Jean-Jacques Hano. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler d'un spectacle unique, un grand spectacle réunissant votre cinéma et la musique symphonique. Ce sera le 12 novembre au Palais des Congrès. C'est une sorte de rétrospective interactive et en musique de vos plus grands films, Jean-Jacques Hano, c'est ça? Écoutez, l'initiative n'est pas la mienne, Ouais. et je suis très content. J'ai déjà eu un ciné-concert sur la guerre du feu, ce qui est très, très intéressant, je crois, parce que vous avez un grand orchestre qui joue en même temps que le film, mais ça a la qualité orchestrale. C'est comme si on va au concert, mais en plus de ça, on a des images qui accompagnent cette musique. Et là, ce n'est pas véritablement une rétrospective, c'est par thème. Alors ils ont pris, j'ai envie de dire les 5 éléments, même si... L'eau, le feu, l'air, la terre. Et que... qui sont dans votre film ou leur film. C'est tout à fait intéressant parce que autrement c'est un peu fastidieux de revoir un film. Là c'est une découverte d'un montage avec évidemment les musiques de mes grands compositeurs. J'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs, y compris John Williams, James Horner qui était mon très grand ami, son successeur qui est Simon Franglen qui fait les musiques de Cameron, et puis j'ai commencé avec Bachelet, donc si vous voulez, et Philippe Sard. On va parler de tout ça parce que effectivement, j'ai tellement aimé faire de la musique en compagnie de ces gens-là. Quand je dis faire de la musique, c'est pas moi qui l'a fait, même si j'ai été un abominable violoniste. Dites-moi les amis si vous reconnaissez d'ailleurs ce générique de fin d'un grand film de Jean-Jacques Hano. Ah oui, c'est joli. J'ai tellement pleuré. C'est l'ours. C'est l'ours. Ah là, le choc. Terrible, là. C'est un des premiers traumas au cinéma, en salle de cinéma aussi, de ma vie, c'est l'ours. Oui, c'est bon. Il y avait Bambi aussi avant. Ouais, c'est vrai, juste avant, il y a eu Bambi. Mais l'ours, il y avait quelque chose de... C'était vrai, quoi. C'était palpable. C'était vrai. C'est pas du dessin animé. C'est pas du dessin animé. Plus de 9 millions d'entrées en France, l'ours en 88, et un César du meilleur réalisateur, parce que c'était galère de récompenser l'acteur principal, évidemment. Et ce qu'on voit pas au cinéma, c'est le temps qu'il a fallu pour dresser cet ours et pour que vous deveniez un peu copain avec lui. C'était extrêmement long. Ça a pris 5 ans. 5 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai fait Le nom de la rose. Ah oui. Qui s'est inséré très très bien, parce que je ne voulais pas être catalogué dans les metteurs en scène anthropologistes. Attendez, je prends le terme anglais, anthropologue. Parce que, bon, sortant de la guerre du feu, qui avait vraiment eu un succès international, si je m'étais relancé dans un succès, dans un film qui m'aurait... J'aime beaucoup l'art premier, j'ai vécu au Cameroun, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'attachement aux cultures africaines. Alors, après avoir fait mon premier film qui a eu l'Oscar, qui s'appelait La victoire en chantant, j'ai reçu tous les films en Afrique possibles. J'en ai reçu, je sais pas, 30, 40. Donc j'ai stoppé parce que je ne veux pas... Il faut faire autre chose. Je ne suis pas Jean Rouge, je ne suis pas le spécialiste de l'Afrique, mais j'ai adoré. Après, j'ai fait Coup de tête et on m'a proposé tous les films de sport. Oui, c'est ça. On va en parler tout à l'heure de Coup de tête, parce que je crois que c'est le film préféré d'Anissa Haddadi. C'est un de mes films préférés. Et donc, si vous voulez, j'étais inquiet. Ce qui s'est passé, c'est comme j'avais fait un film muet, quasiment muet, c'est La guerre du feu, où il y avait un langage mais que personne ne pouvait comprendre et c'était pas sous-titré. Je me suis dit, maintenant je peux donner la parole à ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire un animal, les animaux, et m'identifier à son âme. Alors évidemment, déjà, on m'a pris pour un fou furieux de penser que les animaux avaient une âme. Même si le mot animal, ça vient d'anima, ce qui veut dire l'âme. Et donc... Et ça a été très compliqué avec lui. Je crois qu'il y a même un jour où l'ours a quand même failli vous tuer, Jean-Jacques Hano. Je ne peux pas vous montrer la blessure parce que je serais puni. Ok. Oui. Mais vous avez encore une blessure sur vous. Ah oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Écoutez, vous savez, les acteurs, il faut les aimer. Il faut vraiment les respecter. Et ça peut être le cas avec un illustre professionnel,
un acteur débutant, un ours, un enfant, un bébé, un ours. Parce que, en fait, s'ils ne deviennent pas votre ami, ils vont rien faire. Mais vous savez, les animaux, vous avez sûrement des chiens, des chats. Il y a des trucs qui leur plaisent, surtout les chiens en particulier. Mais ils vous racontent leur plaisir, ils vous racontent leur bonheur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec l'ours? Pourquoi il s'est énervé? On était très copains. La preuve, c'est que quand j'arrivais chaque matin, nous échangions nos haleines. Ah, c'est un moment douloureux. Je ne sais pas ce qu'il a pensé de la mienne. Qu'est-ce que vous avez pensé de la sienne? C'est à tomber par terre. Ah oui. Oui, bon. Et, il regardait soigneusement à travers les barreaux de sa caravane ce que je demandais à son dresseur, qui n'était pas le plus vif de la terre. C'était un bon dresseur. Il s'identifiait, lui, à un ours. Bon. Mais il comprenait parfois moins vite que l'ours. C'est le petit coup de patte de Jean-Jacques Hano. Sympa le... On l'embrasse. Super boulot. Il me regardait expliquer au dresseur ce que je voulais. D'accord. Et si ça lui faisait sens, c'est-à-dire qu'il comprenne qu'il court parce qu'il a vu des gens qui sont en train de le chasser, il comprend. Donc, je le fais sortir de sa petite maison. Il arrive sur la scène, il l'a fait tout de suite, parce qu'en plus, s'il l'a fait tout de suite, il a un poulet entier ou un saumon entier. Ça vaut le coup, hein. Autrement, il a une petite croquette ou il a une poire, enfin bon. On fait pareil avec Olivier Ponce. Oui. Vous serez gentil de me donner le poulet tout à l'heure. Un jour, je suis obligé de faire la photo du metteur en scène et sa star. Et pour montrer que ma star, elle est vraiment bien et grande, à l'heure du déjeuner, de la pause, il avait un petit cumulus, là, évidemment, un parc, si vous voulez, un parc très solide, pour pas qu'il se sauve. Et je vais au milieu de ce petit parc, sur la partie la plus haute, et je me fais dresser l'ours derrière moi. Hop, hop, Bart, hop, hop. Bon, il se met bien debout. Et puis là, moi, je viens vraiment entre ses pattes. Et on était copains, alors. Bien sûr. Oui, non, bien sûr, mais je connais la chute. Je prends mon viseur. Vous savez, moi, je suis un grand utilisateur de ces viseurs, ça s'appelle un gonoscope. Donc, je prends cet objectif, si vous voulez, et puis je me retourne vers lui. Il voyait cet appareil tous les jours. Hein. Sauf que là, j'étais en dessous de lui. Il a dû prendre un reflet dans l'objectif. Il a pensé que j'étais agressif. Et là, il s'est abattu devant moi et il m'a fait, alors on va le décrire, il a fait ceci. C'est-à-dire, alors en anglais, il extended the lower lip. Il a avancé dans la mâchoire du dessous. La lèvre inférieure. Il avance la lèvre inférieure. Et du coup, je savais que ça voulait dire, toi, t'es mort. Ah oui. Ah ouais. Donc je me suis préparé, comme il était droitier, je me suis fait tout mou du côté gauche. Il m'a envoyé valdinguer sur une dizaine de mètres, peut-être, il était puissant. C'est quand même puis, il y avait une pente, donc j'ai glissé sur la pente, il m'a rejoint sur la pente, mais comme il était très lourd, il faisait 800 kilos, je crois, il est allé un peu trop loin. Et alors, j'entendais clac, 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 clac au-dessus de ma tête, et il essayait de remonter comme ça, pour véritablement m'étrangler, quoi. En fait, j'avais lu, parce que je lis beaucoup avant les films, j'avais lu un bouquin qui s'appelait Bear Attacks. Alors, les survivants des attaques d'ours sont ceux qui font le mort. Et donc, vous avez fait le mort? J'ai fait le mort. Et ça a fonctionné? Et je me souviens, comme je sortais du Nom de la Rose, il y avait un texte de Sean Connery dans le Nom de la Rose qui disait au jeune Christian Slater, « Souviens-toi que la sapience peut sauver des vies. » J'espère qu'Umberto Eco a raison, là. Donc, j'ai fait le mort en me protégeant les yeux et les intestins, parce que c'est là que ça attaque. Et ça sentait très mauvais. Parce qu'il sortait de son fumier. Et vous nous étiez en train de nous raconter, Jean-Jacques Hano, comment l'ours du film L'Ours, comment il s'appelait d'ailleurs cet ours? Bart, comme il vous était tombé dessus un jour et avait été particulièrement... C'est lui qui m'est tombé dessus. Ouais, voilà, il avait été très agressif avec vous. Et alors, je vous demandais quelles étaient les séquelles aujourd'hui, parce que vous nous disiez que vous le portez encore sur votre corps. Non, je porte surtout le souvenir d'un film très agréable à tourner, avec un animal qui s'est cru agressé. Et moi, j'ai pris le risque de faire un film comme ça, c'est très dangereux. Les ours sont très dangereux, en vérité. Les gens pensent que les nounours, c'est tellement gentil, mais non.
ils sont supposés être gentils parce que ils sont plantigrades, donc ils marchent debout. Hein. Très souvent, ils ont un joli pelage. Quand ils sont bébés, c'est des amours. Trop mignon. Ouais. Mais ils sont bébés pendant 2 mois. Moi, mon film a duré longtemps. Non, si vous voulez, moi, toute ma vie, j'ai pris des risques. D'abord sur les sujets de mes films. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'hélicoptères. J'ai fait une plantée, je ne sais pas combien de fois. Sur un film comme Stalingrad, on a frôlé l'eau trop bas. Il y avait une mine sous-marine qui nous a explosé dessus. On a failli sombrer. Bon. D'autres fois, sur un film qui s'appelle Les ailes du courage, en IMAX 3D, on longeait des parois en plein orage. Mais bon, le film est bien. C'est ce qui compte, c'est le but. C'est ce qui compte, C'est bien l'image, sûr. Et alors, j'ouvre maintenant la page beau gosse de votre carrière, Jean-Jacques Hano, parce que vous avez dirigé d'immenses stars quand même dans vos films, même si c'était pas toujours prévu, comme dans Le nom de la rose. Et alors, Le nom de la rose, c'est Sean Connery qui a dû vous convaincre de l'embaucher. Oui, parce que... C'est surprenant quand même. Alors j'étais à Alessandria hier. Vous savez, c'est une ville, un rendez-vous culturel. Ouais. On a beaucoup parlé de ça. Non, si vous voulez, diriger un acteur célèbre, c'est très bien, mais je n'avais pas cette tentation. Je voulais un acteur frais, parce que je débarquais dans un monde du XIVe siècle. Et je voulais pas qu'on reconnaisse quelqu'un de célèbre. James Bond en particulier. Alors, en plus de ça, attendez, l'invention de l'auteur Umberto Eco, c'était de mélanger un intellectuel franciscain du XIVe siècle avec Sherlock Holmes. Ouais. Et je disais à son agent, qui s'appelait Mike Ovis, je disais, Mike, arrête de me gonfler. Je peux pas rajouter la couche 007 sur déjà un assemblage. Et Mike Ovis, qui était le grand agent de chez CIA, m'appelait quasiment tous les 15 jours. Et je disais non tout le temps. J'ai fait le tour du monde. Hein. Je suis allé même jusqu'en Nouvelle-Zélande voir des acteurs. Bon. Et puis, donc, comme personne n'a voulu financer le film en France, j'avais des amis allemands, la plus grande boîte de production allemande, qui m'a invité à faire le film avec une équipe allemande. Et ils ont fait une coproduction avec l'Italie. Et donc, si vous voulez, j'ai résidé en Allemagne et en Italie pendant 4 ans. J'ai pas touché la France. Hein. Et donc Sean Connery. Oui. Et alors, un jour, j'étais en train de faire mon storyboard, enfin mes crobards de storyboard, à Munich, dans mon bureau. Mon producteur vient, il me dit, dis donc, tu vas avoir une visite là ce matin. Je dis, ah bon, c'est pas prévu ça. Et il me dit oui, il me marque longtemps. C'est Sean Connery va venir. Oh, je lui dis mais tu es infernal. Hein. Tu sais que je lui ai déjà dit 20 fois non. Alors il me dit tu lui diras les yeux dans les yeux. Ouais. Ah oui. 10 minutes plus tard, on frappe à ma porte. La porte s'ouvre. C'est Sean Connery. Et je me dis, pardonnez-moi de la vulgarité de mon propos intérieur, je me dis, putain qu'il est beau mec. Ah ouais, on se l'est tous dit. Et donc ça vous a convaincu ? Un charisme. J'avais vu tous ses films. Ouais. Mais de le voir en vrai, ça vous a convaincu ? Mais il est grand, costaud, sympathique dans le regard, un vrai. Et il me dit, il avait mon scénario sous le bras. Il s'assoit face à moi, il me dit, listen, boy. Écoute. Garçon. Gamin. Il vous a convaincu. Alors, il y a un autre beau gosse avec lequel vous avez tourné aussi, Jean-Jacques Hano. Et là, vous avez réuni la beauté, des paysages à couper le souffle et le compositeur de Steven Spielberg dans un même film. Ça, c'est en 97. C'est Brad à la montagne. C'est Brad. 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Cette bande originale signée du génie John Williams. Il était sympa, Brad, d'ailleurs. Mais extraordinairement sympathique. Vous savez, on était comme un grand frère avec son jeune frère. C'était une des premières fois où la star était plus jeune que moi. Ah oui. Et oui, ça me faisait un choc parce que généralement j'étais le plus jeune sur le plateau, moi, depuis ma sortie de l'école de cinéma. Et là, si vous voyez, en fait, c'est Brad aussi qui est venu me voir. Parce qu'il. Dingue. J'avais donné mon scénario, la première version, à mon agent et au directeur de Columbia, au chairman.
Seulement 2 exemplaires. Hein. Et puis à mon agent, 3. C'était un vendredi. Le samedi matin, j'ai le fameux Mike Ovitz qui m'appelle et qui me dit « Dis donc, il y a Brad Pitt qui devrait te rencontrer. » Je dis « Mais quoi, pourquoi ?» Et il dit « Il a lu ton scénario, il trouve ça formidable, etc. » Et je vous fais l'anecdote rapide. Je ne peux pas refuser parce que je n'ai pas du tout en tête, je pense que... Bon, mais enfin bon, je sais que c'est un acteur montant, j'ai vu ses films évidemment, et je prétends que j'ai un déjeuner, donc s'il vient à 11h, on pourra se voir, et puis après, Mike Ovitz me dit ça tombe bien, parce que lui aussi a un déjeuner. Je dis parfait. Donc Brad vient me voir au Bel Air, à l'hôtel où j'habitais. Et là, c'est sa beauté aussi qui vous a convaincu ? Non. Qu'est-ce qui vous a convaincu alors ? Sa sincérité. Ah oui. Vous êtes tout de suite entendu avec lui, quoi. Je peux le dire, j'ai beaucoup hésité à le dire, parce que ça fait prétentieux, mais Brad, avant de me dire bonjour, ou pendant qu'il me dit bonjour, il me dit, voilà, moi, je ne suis pas un très bon acteur, mais j'ai besoin de faire des films comme ceux que vous faites. Ah, c'est chouette. Donc, beaucoup plus cette sincérité-là m'a ébloui. Et après, alors, vous allez aussi... L'amusant, c'est que, du coup, on avait évidemment un déjeuner, c'est-à-dire qu'en fait, le déjeuner, c'était ensemble. Mais ça, je ne le savais pas au début. Et, attendez, on est resté jusqu'à 7h du soir. Ah oui, donc ça a bien marché. Alors, c'était... Et Brad m'a demandé de lui faire connaître un peu le monde. Et il a exigé, sur contrat, que je sois présent dans toutes les émissions, dans toutes les interviews, ce que nous avons fait. À la fin, on a fait, je ne sais pas, 20 pays ensemble, non, peut-être pas 20, mais en tout cas une quinzaine. On finissait par plus écouter les journalistes, parce qu'on disait, dis donc, tu te souviens ce jour-là, quand tu étais suspendu au bout du filin, etc. Bon, et que tu disais rien. Et puis il y en a un dernier avec qui vous avez tourné, un autre beau gosse, c'était ça, le film. Très belle musique aussi de Stalingrad et l'incroyable Jude Law avec qui vous avez tourné. Alors lui, vous avez reconnu l'avoir d'abord choisi pour son physique. Vous avez dit, vous avez dit même la beauté, ça se vend. Ça se vend bien. Ça se vend bien. Mais non. Ça fait acheter des billets de cinéma. Mais vous avez mis du temps à le trouver, je crois, par contre. Je suis allé, comme d'habitude, au théâtre. J'ai vu plein d'acteurs. Et à travers l'agent de Jude, je suis allé le voir dans un Shakespeare à Londres, où j'habitais d'ailleurs à l'époque, et je l'ai trouvé remarquable. Et vous savez, il y a une chose amusante, il me donne rendez-vous pour déjeuner dans une salle où il y avait bien, c'était comme la Coupole autrefois, mais à Londres, il y avait, je sais pas, 500 personnes. Je monte l'escalier, je découvre la salle, je ne vois que lui. Il irradiait. C'est fou, hein.